déjà, je vais faire un prologue un peu rapide sur l'hydrogène en général. Et puis après, je vais essayer de vous, enfin rapidement, je ne vais pas passer trop de temps, mais de vous donner un panorama de la présence de l'hydrogène naturel à l'échelle de la planète. Et puis ensuite, je vais se focaliser sur le cas de la Nouvelle-Calédonie. Alors oui, d'un point de vue général, moi je vous dis quelques mots sur la manière dont on voit l'avenir de l'hydrogène dans notre institut, donc ça peut être un moyen assez efficace d'arriver à une certaine neutralité carbone, on espère, à moyen terme en tout cas. Mais déjà, avant de parler de neutralité carbone, il faut déjà avoir en tête que l'hydrogène, on en a besoin énormément déjà aujourd'hui. Il faut se représenter que c'est déjà un marché où, vous voyez les chiffres, c'est assez considérable. Donc déjà, 80 millions de tonnes nécessaires aujourd'hui pour les différents besoins industriels, essentiellement tout ce qui est engrais, pour le raffinage des produits pétroliers lourds aussi, et puis différents, de manière plus modeste, différentes autres utilisations, notamment dans les transports, l'injection dans le réseau de gaz, puis les laboratoires, etc. Et surtout, c'est quelque chose qui est en croissance complète, c'est quasiment 10% tous les ans, bon, ça stagne un peu, on va pas en progression exponentielle indéfiniment. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est un marché captif. En général, quand les gens ont besoin d'hydrogène, ils le produisent sur place. Il n'y a pas aujourd'hui de réseau important de distribution d'hydrogène, à part localement aux États-Unis, et puis voilà. Donc c'est, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas du tout négligeable. Déjà, vous voyez, en 2017, ça représentait 2% de la demande d'énergie primaire à l'échelle de la planète. C'est en progression considérable. Donc en 5 ans, on a pris 20%. Et en termes de volume, par exemple, si on compare avec le gaz naturel, si on parle en volume, c'est toujours compliqué de passer d'énergie à volume, mais c'est plus impressionnant encore en volume. Ça représente à peu près 20% du gaz méthane, donc le gaz naturel, à l'échelle de la planète. Donc on a déjà des volumes très faibles. Alors, il faut bien se représenter, c'est qu'aujourd'hui, cet hydrogène, c'est pas une énergie primaire, il faut partir d'une énergie autre et le transformer. C'est ce que font les gens. Et ce qu'il faut se représenter, c'est que globalement, vous voyez le cercle qui est sur la droite, il y a pratiquement la moitié de l'hydrogène qui est généré à partir du reformage du méthane. Il y en a 30% à partir dont la source c'est du pétrole, et 17% du charbon. Vous voyez que essentiellement, il est produit aujourd'hui à partir d'énergie fossile, carbone. Et il n'y a que 4% en fait qui est produit par différentes méthodes, et essentiellement par électrolyse, sachant que l'électricité elle-même utilisée pour faire cet hydrogène est elle-même produite largement par des énergies carbonées. Donc le paysage aujourd'hui, c'est beaucoup d'énergie carbone finalement. Et où, pour le produire, il y a un problème de rendement, bien sûr, pour passer des hydrocarbures à l'hydrogène, donc on va perdre de l'énergie. Donc c'est quelque chose où on va avoir une carte d'énergie primaire, et quelque chose où alors c'est pour ça que il y a beaucoup de travaux qui sont développés pour justement un peu s'affranchir de cette dépendance que vraiment on a beaucoup aux énergies carbonées fossiles. Et par exemple, aujourd'hui, on parle d'hydrogène bleu, donc ça va être de l'hydrogène généré par exemple par le reformage du méthane, mais où, comme on va produire aussi pendant le process du CO2, on va séquestrer le CO2 pour avoir quelque chose de plus propre. Parce que globalement, encore une fois, c'est quelque chose qui est coûteux, qui est polluant, puisqu'en fait, pour la même quantité d'énergie aujourd'hui,
et ben, en fait, on émet beaucoup plus de CO2. Et puis, c'est quelque chose qui est cher. Donc, si on produit de l'hydrogène sans séquestrer le CO2, bon, c'est pas du tout intéressant d'un point de vue écologique, ni économique. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Et puis, il y a d'autres processus qui sont l'électrolyse à partir de l'énergie nucléaire, hein, ou d'autres processus. Donc voilà où on en est, mais encore une fois, aujourd'hui, hein, on est plus dans des nuances de gris que dans des choses très colorées. Donc, tout un domaine pour lequel on peut progresser, et finalement, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est que plutôt que d'essayer de convertir cet hydrogène à partir d'autres sources d'énergie, ben, on peut peut-être essayer de le trouver dans la nature directement. Il faut bien se représenter que, c'est une vision qui évolue aujourd'hui, hein. Nous, quand on a commencé nos travaux, quand on tapait hydrogène sur le site de l'IFP à l'époque, ça commençait par l'hydrogène n'existe pas à l'état naturel, de manière complètement définitive. Et là, vous verrez que bon, bah, finalement, on en trouve un peu partout. Alors, donc, encore une fois, hein, juste pour illustrer le fait que bah, pourquoi on utilise beaucoup, notamment le réformage du méthane, bah, tout simplement parce que c'est moins cher. C'est à peu près 2 fois moins cher que faire de l'électrolyse. Donc, c'est pour ça, tout simplement. Et simplement, si on continue comme aujourd'hui, ben, il faut bien se représenter encore une fois que c'est quelque chose de plus polluant que d'utiliser directement les hydrocarbures, quelque chose de plus coûteux. En plus, on pompe sur le stock d'énergie fossile. Et donc, pendant la conversion, on a aussi une perte d'énergie. Donc, malgré tout, hein, si on arrive à avoir des hydrogènes bien colorés, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de perspectives qui sont extrêmement encourageantes sur l'hydrogène. Et il y a beaucoup de gens affichent des progressions tout à fait considérables, hein, dans différents domaines, hein, et notamment dans l'industrie. Hein, je pense ici, avec les nickel, il y a certainement des tas de choses chères. Vous savez ça avec moi. Alors c'est pourquoi aussi, si l'hydrogène se développe de cette manière-là, on travaille aussi sur tout ce qui est transport, hein, de l'hydrogène. Il faut savoir que l'hydrogène, ça ne se transporte pas si facilement, hein, ça passe dans les aciers, ça les endommage. Il y a des vrais problèmes aussi de stockage de l'hydrogène, et notamment, si on veut aller vers une énergie à l'hydrogène de masse, eh ben, il faudra le stocker, hein, et vous savez qu'aujourd'hui, le gaz naturel, il est notamment en France et en Europe, on a besoin de le stocker dans le sous-sol, en fait, hein, en grande partie. Hein. Mais il faut bien se représenter que stocker l'hydrogène dans le sous-sol, c'est pas si simple que... déjà, c'était compliqué, on a travaillé pendant 10 ans là-dessus, c'est pas si simple de trouver des structures de stockage de méthane, mais stocker de l'hydrogène dans le sous-sol, c'est encore beaucoup plus compliqué, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne sait le faire que dans des cavités salines, en fait. Il y en a, à ma connaissance, il y en a 4 ou 5 au Texas, il y en a une au Royaume-Uni, et puis c'est à peu près tout ce qu'on a comme exemple. Hein. Et quand il y a eu des essais de stockage dans des aquifères, hein, donc là où on stocke le maximum de méthane aujourd'hui en profondeur, et ben, le problème c'est que ça réagit beaucoup avec des tas de choses, et notamment c'est assez facilement consommé par la biologie. Et il y a eu des expériences, notamment en République tchèque, hein, où les gens ont montré que, au bout de quelques mois, à partir de 4 à 6 ou 7 mois, pratiquement tout l'hydrogène avait été converti en méthane. En fait. Alors d'autres domaines où on travaille, c'est les biocarburants, hein, et puis aussi sur les moteurs, que ce soit les moteurs de la combustion interne ou avec des piles à combustible. Alors, donc encore une fois, si on veut avoir beaucoup d'hydrogène, là, on
on peut se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement le produire dans la nature? Il faut bien se représenter qu'historiquement, on a commencé à utiliser notre énergie en brûlant du bois, et puis après en utilisant le charbon, surtout à partir du 19e siècle. Puis à la fin du 19e siècle, on a trouvé l'huile. Et puis après, surtout au 20e siècle, on a trouvé du gaz, des champs de gaz. Hein. Donc on voit très bien qu'en fait le rapport C sur H a diminué. Hein. Et donc en fait on est en train d'essayer de focaliser à 0C, hein, donc l'hydrogène, donc ça serait vraiment le Graal, quoi, avec peu de méthane, d'hydrogène. Donc c'est sur ces sujets-là qu'on a beaucoup travaillé. À la fois pour essayer justement de le trouver dans la nature, mais aussi en ayant la démarche d'essayer de comprendre mieux la nature et d'essayer de prendre exemple sur elle, éventuellement en produisant le d'hydrogène de la même manière, ce qui se passe dans la nature, hein, soit en surface, hein, et je dirais 2-3 mois avant la présentation qui concerne la Nouvelle-Calédonie, soit en profondeur. En fait. On ne va pas faire réagir des roches, hein, et produire de l'hydrogène de la même manière à ce qu'on peut faire, ce qui se passe dans la nature. Et puis aussi ces histoires de stockage, hein, qui sont quand même essentielles. Là, on est dans la mission qui nous amène ici, et avec des microbiologistes, hein, c'est en grande partie aussi d'essayer de comprendre comment l'hydrogène peut réagir en profondeur, hein, par réaction avec la biologie. Sachant que, encore une fois, aujourd'hui, on sait le stocker dans des cavités salines, à condition qu'il n'y ait pas de soufre, en fait, associé au sel, parce que dans ce cas-là, on peut avoir une conversion et une production d'H2S. Mais déjà, vous voyez qu'on en a dans différents contextes géologiques. Hein. Soit on peut en avoir, comme c'est le cas sur les dorsales océaniques, là vous savez trouver la première sur la dorsale est-pacifique, donc en limite de plaques tectoniques. Hein. On peut en avoir dans les massifs ophiolitiques, hein, comme par exemple la Nouvelle-Calédonie, mais aussi l'Oman, les Philippines, etc., différents endroits où on a travaillé. Et puis vous voyez qu'on a des points aussi en plein domaines continentaux. Donc je vais commencer par parler de ces domaines-là. Donc, globalement, les gros flux d'hydrogène qu'on connaît en évidence sur la planète, c'est les systèmes volcaniques, les domaines de serpentinisation, des ophiolites, comme on peut avoir en Nouvelle-Calédonie, et puis les domaines intraplans. Alors, sur l'origine de cet hydrogène, hein, là j'essaie de donner un panorama sur ce qui est évoqué, hein, pour les origines possibles. Vous verrez que donc on ne prétend pas avoir une compréhension globale, hein, de l'ensemble de l'origine, mais vous verrez que pour l'instant on privilégie quand même beaucoup les phénomènes d'oxydoréduction, hein, qui sont l'oxydation des roches et la réduction de l'eau, et qui va permettre ce dégagement de l'hydrogène. Beaucoup de gens parlent aussi de radiolyse, je vais en dire un mot. Hein. Nous on est moins convaincus sur l'efficacité, même s'il existe, et ça c'est sûr et certain, on est moins convaincus sur son efficacité. Il y a certainement des endroits où on a des phénomènes d'électrolyse naturelle. Si je ne veux pas en parler, mais juste un mot vite fait là-dessus. Par exemple, il y a un endroit en Oman où on a trouvé une source où il y avait plein d'H2 qui sortait, et puis 100 mètres plus loin, c'était de l'oxygène qui sortait. Donc c'est quelque chose de complètement exceptionnel. L'oxygène qui vient du sol, à l'habitude l'oxygène il est monté dans les premiers centimètres des sols et des roches. Et bien là on avait de l'oxygène qui sortait. Donc là je pense que c'est au moins une bonne hypothèse d'imaginer que localement il puisse avoir des phénomènes d'électrolyse, si on a des électrolytes favorables, et puis avec des courants telluriques dans le sol. Pourquoi pas. Alors, une chose qui est sûre et certaine aussi, c'est qu'il y a des productions biologiques, ça c'est certain.
parle, enfin là, vous vous adresserez à Anthony, hein, il sera mieux d'en parler que moi. Mais bon, quand on fait de la biblio, on voit que les endroits où il y a le plus d'H2 qui apparaissent, c'est plutôt les histoires de dark fermentation, hein, donc plutôt en profondeur, quoi. Mais ce qu'il faut bien se représenter, c'est que enfin, il y a quelque chose qu'on connaît bien dans l'industrie pétrolière, c'est que l'hydrogène biologique, oui, mais en général, c'est produit de manière concomitante à une production de CO2, et finalement, bah, les deux, ils vont avoir tendance à réagir ensemble, tout simplement pour donner du méthane. Et pour les méthanogènes, c'est du caviar. Hein, et donc, bah, c'est comme ça qu'on produit le méthane microbien. Il y a deux méthanes, hein, celui qui est produit par le microbe ou celui qui est produit par le craquage thermique. Donc ça, c'est les méthanes classiques. Et là, vous verrez qu'on parlera aussi des méthanes agnétiques, enfin rapidement. Je peux pas développer tout. Puis donc, pour finir, on peut aussi évoquer des stabilisations d'ammonium, en fait. Hein, quand on fait le métamorphisme des argiles, dans les feuillets intercalaires des argiles, on a de l'ammonium qui peut se déstabiliser et produire à la fois de l'azote et de l'H2. Et puis ça, c'est quelque chose qui est cher à nos collègues russes, hein, c'est qu'on peut avoir aussi un dégazage d'hydrogène primordial venant du noyau terrestre, hein, donc l'hydrogène qui date de la formation de la Terre. Alors, donc, encore une fois, hein, trois grands domaines hein, pour la présence d'hydrogène, les systèmes volcaniques. Hein. Je ne vais pas trop en parler, je dirais peut-être un mot vite fait sur l'Islande à la fin. Les domaines de serpentinisation, donc là c'est ce qui va concerner la Nouvelle-Calédonie, ça fonctionne. Et puis les domaines intraplaques, là je montre un exemple du forage de Kola, le forage le plus profond qui a été réalisé au monde, à 12 km dans la croûte continentale de la partie russe de la péninsule scandinave. À la fin du forage, il y avait suffisamment de flux d'H2 pour que l'énergie du forage soit utilisée, l'H2 soit utilisé pour produire l'énergie nécessaire au forage. Donc c'est en fait, à ma connaissance, la première utilisation énergétique de l'H2 naturel. Et alors, donc je commence par un panorama que je vais essayer de faire le plus rapidement possible sur, parce que bon, c'est pas exactement ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, mais c'est quand même bien d'avoir ces idées en tête. Hein. Donc la présence d'H2 dans les deux continentaux, il y a des tas d'endroits où ça a été décrit, donc Kola, j'en ai parlé, mais aussi par exemple dans les mines de diamants d'Afrique du Sud, hein, ils ont des problèmes de présence de mélange d'H2 et de méthane, tel point qu'il y a des coups de grisou, il y a des centaines de mineurs qui en sont morts en fait. Hein. Et on a, en fait, là pour le coup, on est en plein dans la côte continentale, on n'a pas de roche-mer favorable à du métal. Le Kansas, je vais en parler un petit peu, le Mali aussi, hein, j'ai montré quelques exemples. Il y a aussi des endroits assez classiques qui sont connus. Sur certains champs de gaz classiques, hein, donc des champs de méthane, hein, par exemple sur Astrakhan au Kazakhstan, on a 12% d'H2. Et puis même en France, sur le petit champ de gaz de Haut-en-Bugey, hein, qui était quelque chose qui a été découvert juste avant la Première Guerre mondiale, hein, les gens ont fait un forage pour chercher le charbon de l'extension du bassin houiller de Saint-Étienne sous le fond du Jura, en fait. Hein. Ils ont déboulé dans un champ de gaz, en fait, hein, qui est rentré en éruption, et puis après il y a eu la Première Guerre mondiale, personne n'y a touché. Ils ont réussi à stabiliser les choses après la Première Guerre mondiale, pardon. Et puis finalement, il a été mis en production jusque dans les années 60 pour alimenter la ville d'Envergure, je veux dire. Et dans ce gaz, il y avait 6% de... Alors là, pour essayer de montrer un peu l'ampleur du phénomène, hein, je vous montre les premiers travaux qu'on a fait il y a plus de 10 ans, en fait, avec des collègues russes hein, qui nous avaient dit, nous, on a des structures circulaires en Russie, hein, dans toute la zone absolument considérable qui s'étend depuis le nord de Moscou jusqu'à la frontière du Kazakhstan et puis l'est de l'Ukraine. On a plein de structures partout, et on a fait des mesures dans le sol avec des détecteurs de palladium,
et on observe qu'il y a de l'H2 dans les structures. En fait, à cette époque-là, nous on travaillait déjà sur les ophiolites. Quand on les a écoutés, on était un peu perplexes, et puis du coup, on a décidé de faire une mission ensemble. On y a été, et on a croisé nos mesures avec leurs détecteurs, nos détecteurs, on est revenu avec des échantillons de gaz, et effectivement, tout le monde était d'accord, c'était bien d'H2. Donc, on peut corréler les valeurs des détecteurs avec l'analyse au labo, il n'y a pas d'ambiguïté. Et puis, on a vu aussi qu'il y avait une certaine corrélation avec la présence du méthane. Vous verrez qu'après, je parlerai d'azote, mais là, comme c'est des mesures dans le sol, comme on en a plein d'air, c'est difficile de dire quoi que ce soit sur l'azote. Donc, effectivement, on a des structures circulaires, un petit peu. Il y a quelqu'un qui a travaillé à l'Ifremer tout à l'heure. Je pense que, ne seront pas surpris, on parle beaucoup de pop-marks en mer, qui sont des figures d'échappement de fluide. Et finalement, ça c'est des échappements de fluide à terre, tout simplement, sur la côte continentale. Et les fluides qui s'échappent, en l'occurrence, c'est des fluides riches en H2, on a une diffusion dans le sol. Je vous montre un exemple, ça c'est juste à l'est de Moscou. C'est un endroit où dans la forêt en 2002 il n'y avait absolument rien. Et puis progressivement, quand on regarde les images Google, on s'est aperçu qu'en 2 ans, il y avait toute une zone qui était apparue comme ça, où les arbres étaient morts, s'étaient effondrés, et on avait généré ce type de structure. Donc on y était en 2011, et on a fait des mesures dans le sol, et on s'est rendu compte que le cœur de la zone était complètement, alors qu'on n'est pas en dépression, on est plutôt sur une espèce de chose qui a un peu gonflé, je dirais, c'est un peu élevé de quelques mètres. Toute cette zone centrale était envahie par de l'eau, et donc on ne pouvait pas faire de mesures dans le sol. Et en périphérie, en fait, on a fait nos mesures dans le sol, en périphérie, là où il n'y avait pas d'eau, et il y avait des HB en quantité importante. Donc ça, c'est des structures qui peuvent apparaître, encore aujourd'hui, des choses actives. Donc du coup, avec nos collègues russes, on s'est dit, si ça existe chez vous, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas ailleurs. Donc on a fait toute une mission sur ce qu'on appelle sur la côte est des États-Unis les Carolina Bay. Donc c'est toutes ces structures un peu ovoïdes, et on en trouve de manière quasiment continue depuis le New Jersey jusqu'à la Floride. Toute la côte est est couverte de ces structures. On a fait des mesures, et là, effectivement, on s'est aperçu que sur le périphérie de ces structures, on avait des teneurs très élevées en H2. On les a analysées, c'était confirmé. On avait aussi montré qu'on avait bel et bien un gradient de concentration en 100% dans le sol. Donc, ce n'est pas une production dans le sol d'H2. On a bel et bien un gradient qui correspond à un flux diffusif d'H2. Et on a essayé de faire des estimations de flux, et on arrive à des valeurs qui ne sont pas négligeables, par jour sur les structures. Et des structures comme ça, je pourrais continuer. Après, il y a eu d'autres gens qu'on a trouvé un peu partout, notamment elles ont été monitorées au Brésil, des structures complètement équivalentes, et on a montré qu'il y avait des tas de variations dans le flux d'H2, c'était quelque chose effectivement qui était réel et continue, même si c'est un peu oscillatoire dans le temps. Ça a été retrouvé en différents endroits d'Afrique. Là, ils sont en train d'en démontrer plein en Australie. C'est quelque chose qui existe un peu partout. Donc déjà, pour donner une idée de la diversité des endroits où on peut les trouver. Et puis, c'était pareil dans cette zone, à l'intérieur d'une des grandes structures de ces carolina. On voit apparaître localement des zones un peu comme ce que je vous ai montré en Russie, où les arbres meurent d'un seul coup, et on a fait nos mesures, et alors pareil, on n'a pas pu mesurer le milieu, c'était plein d'eau. Par contre, en périphérie, on a des pics. Alors pourquoi dans un cas c'est rond, pourquoi dans un cas c'est ovale? En fait, manifestement, si on a un flux d'H2, ça peut réagir en profondeur avec les roches, donc on peut effectivement éventuellement réduire les roches oxydées, faire de l'eau, et donc créer un défaut de volume d'une manière ou d'une autre,
Et donc on a un effet un peu caldeira, si vous voulez, on s'effondre. Mais c'est quelque chose qui, enfin, la forme ovoïde, ça c'est quelque chose qu'on connaît assez bien sur les calderas de volcan de boue, hein, c'est que ça peut interagir avec le champ de contrainte local, hein, et notamment quand la contrainte maximum horizontale est orientée d'une certaine manière, les ovales ont tendance à être perpendiculaires à ça, c'est exactement ce qu'on voit ici. Ce genre de choses avec très bien sur les deux. Alors, ces dépressions-là, elles se forment en général quand on a en surface des dépôts granulaires non consolidés, donc qui permettent l'effondrement. Mais ceci dit, ce n'est pas le cas partout dans le monde. On peut avoir des roches très indurées en surface. Et quand c'est le cas, on ne va pas former ces dépressions. Et notamment, c'est le cas au Kansas. Hein. Au Kansas, ça c'est quelque chose qui a été démontré dans les années 80. C'est-à-dire qu'on a toute une zone, vous voyez le point haut qui est sur la droite entouré de rouge, là où il y a une dizaine de forages qui a démontré qu'il y avait de l'H2 dans tout ce haut structural. C'est une zone aussi où on voit que cette zone, une douzaine effectivement de forages avec H2, elle a l'air d'être légèrement décalée, mais quand même associée à une anomalie gravimétrique et magnétique. Effectivement, ça correspond à ce que les gens appellent là-bas le mid-rift system, à des roches basiques qui correspondent à l'ancien rift au pré-Cambrien. Quand on est en surface, qu'on fait le même type de mesure que ce qu'on a fait en Russie, donc on ne voit pas de rond, encore une fois, mais on voit qui circule dans les failles du coin. Entre là c'est un profil entre l'anomalie gravimétrique et la zone où il y a les forages. On voit que sur chacune de ces failles, il y a un effet d'H2. Et puis les forages, alors voilà ce qui a été montré, hein, c'est que il y a eu notamment un forage qui a rejoint le socle de la zone, hein, c'est le plus caractéristique. Donc on a fait passer une thèse essentiellement autour de cette zone où il y avait ce forage. Hein. Initialement, il a traversé donc, tous les sédiments jusque dans la côte continentale. Voilà la composition du gaz au départ, hein, donc 90% d'H2. Il y avait aussi du méthane et de l'azote en petite quantité. Parfois, donc sur certains moments, on a pu, parce qu'on a pu monitorer ça sur plusieurs années, il y a eu aussi pas mal d'hélium qui venaient, hein, jusqu'à 3% d'hélium. Bon, l'hélium, vous savez que c'est très très cher. Hein. 3% d'hélium, c'est énorme en fait. Quand on a un champ de gaz où on a 1% d'hélium, on fait plus d'argent avec l'hélium qu'avec le méthane. Donc c'est aussi quelque chose qui peut aider à valoriser d'un point de vue économique la production de l'H2. Donc c'était une zone où l'H2 venait avec de l'eau, puisque l'aquifère est artésien. Alors bon, je ne vais pas vous écraser avec la géochimie, mais simplement quelques mots hein, sur ces zones au Kansas. On a de l'isotopie de l'hydrogène, hein, donc le delta D, qui est extrêmement léger, hein, vous voyez des valeurs très négatives au delta D. On considère en général que ces valeurs sont plutôt caractéristiques soit de très faible température de génération, soit de rééquilibrage avec l'aquifère. Donc là, on a probablement les deux systèmes. Vous voyez que c'est quand même très différent des systèmes volcaniques, hein, notamment sur les dorsales océaniques, où on a des valeurs très différentes. Et puis voilà, on a un méthane, et c'est là où on commence un peu à sortir du domaine classique du méthane. Hein. Je vous parlais de méthane micronien tout à l'heure et de méthane thermogénique. Hein. Donc voilà les champs classiques, très connus par les pétroliers. Hein. Et alors nous, ce qui est assez caractéristique, hein, c'est que un peu à l'échelle globale, on a des valeurs beaucoup plus lourdes hein, sur l'isotopie delta C13 du méthane en général, y compris sur ce cas du Kansas, hein, même si on a des intermédiaires ici. Et en fait, je
je dirais qu'aujourd'hui, on considère que cet alourdissement du méthane jusqu'à des valeurs extrêmement, enfin, positives, donc extrêmement lourdes, et je dirais que c'est un peu le record du monde sur l'isotopie delta C13 du méthane, elles sont liées à l'appauvrissement en carbone. C'est-à-dire que les micro-organismes, en fait, quand ils consomment le CO2 pour faire du méthane, ils ont une appétence pour l'isotope léger, le carbone. Donc ils vont consommer de préférence au départ, quoi. Mais après, quand on a consommé notre pain blanc, il faut bien consommer le pain noir. Et en fait, ils sont obligés d'utiliser le carbone 13. Hein. C'est probablement pour ça qu'on va avoir tout un domaine ici qui va chiffrer vers des valeurs. Bon, je ne développe pas ça, mais c'est juste pour mentionner qu'on a d'un point de vue systématiquement sur les zones à hydrogène, sur le méthane qui est associé à l'hydrogène, on a des valeurs qui sont très alourdies. Alors revenons à l'hydrogène, à l'origine de cet hydrogène. Hein, je vous disais qu'on avait différentes solutions possibles. Donc on a essayé de comprendre un peu mieux, notamment au Kansas et aussi dans différents endroits, et notamment en Nouvelle-Calédonie, comment ça fonctionnait. Au Kansas, on avait la chance d'avoir des forages carottés, hein, qui ont permis de travailler sur des très beaux échantillons, hein, à la fois dans le Midrift système, l'ancien Rift, et pile sous la zone où il y avait le puits d'H2. Et dans les deux cas, on a trouvé des roches riches en olivine, hein, donc un silicate ferromagnésiien. Et cette olivine, je vais revenir après pour faire la Nouvelle-Calédonie, elle était très riche en fayalite, le pôle ferreux de l'olivine. Et donc, on imagine assez bien que le processus majeur de génération de l'H2, hein, c'est que quand on va altérer ce type de minéraux, on va solubiliser du fer qui peut réagir avec de l'eau et donc produire du fer oxydé, hein, du fer froid qui va précipiter, et puis de l'H2. Donc ça, c'est aujourd'hui, je dirais, pour l'essence, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail partout sur les continents, mais c'est le processus qu'on a tendance à privilégier. Alors une chose, peut-être qu'on peut dire aussi, c'est que le fer 2, il est facilement soluble, que là, on a vraiment tout un système extraordinairement dynamique, hein, voyez l'échelle, hein, ça c'est 100 km, hein, et donc là, ça va venir lécher toutes ces roches riches en fer 2, hein, et donc on peut avoir cette solubilisation. Et en fait, ce fer, il peut très bien être transporté, c'est-à-dire que l'hydrogène n'est pas forcément généré à l'endroit où on a les roches riches en fer. Et on peut solubiliser le fer, le transporter avec les aquifères, et après, en fonction des équilibres pH-EH, on peut le faire classifier. Effectivement, quand on est dans le domaine de solubilisation, de stabilité, on voit qu'on est dans une zone où on peut solubiliser notre fer. Donc voilà, j'en finis un peu avec nos travaux sur l'Amérique du Nord, mais c'était un peu plus pour illustrer les processus. Hein. Alors, oui, encore une fois, beaucoup de gens parlaient de radiolyse sur les roches anciennes, ce qui est un peu naturel, puisqu'en fait, on a beaucoup d'épaisseur de peau continentale qui va générer de la radioactivité. On a aussi de l'hélium, hein, donc c'est aussi un produit dérivé de cette radioactivité. Mais en l'occurrence, est-ce qu'on peut vraiment avoir quelque chose d'efficace en termes de radiolyse? C'est pas aussi évident. Déjà, on voit que les deux zones où on a vraiment montré de la présence d'hydrogène, c'est deux zones où ça correspond encore une fois à des anomalies gravimétriques et magnétiques. Donc c'est des zones aussi où on a des roches plutôt denses, hein, plutôt basiques, et donc c'est pas les zones les plus radioactives en fait. Ça se voit tout de suite. Et puis par exemple aussi quand on va à l'autre bout du Midrift système, donc on passe la frontière comme au Canada,
On retrouve aussi dans les mines les présences d'H2, c'est quelque chose qui est aussi connu assez vite. Et au Canada aussi, il y a eu des teneurs en hydrogène qui ont été mesurées dans des mines d'uranium, là pour le coup bien radioactives. Donc là, pas de problème pour faire de la radiolyse, c'est effectivement ce qu'on voit dans les zones riches en uranium, on a une augmentation de H2. Mais en fait, quand on en sort, on ne voit plus cette H2. Donc en fait, la radiolyse, ça fait quoi? Ça déstabilise l'eau, ça va faire des choses extrêmement compliquées, on va avoir de l'H2, aussi des protons, on peut avoir même de l'oxygène qui va être généré, des OH-, donc des fluides complexes, mais dès que tout ça va sortir de la zone radioactive, ça va avoir tendance à se recombiner et à redonner de l'eau en fait. Donc ça, je dirais qu'en termes d'efficacité, alors bon, c'est différent quand par exemple quand on stocke des déchets radioactifs, là, on peut avoir plein d'H2 produits, mais parce que l'H2 hop, il part à l'état gazeux, il se retrouve dans l'air en fait. Mais là, quand on est dans le milieu profond, finalement, on risque de refaire de l'eau. Alors, je vais finir de parler des continents en parlant du Mali. Il faut savoir qu'on a une thèse, on a plein de données. Pour l'instant, je n'ai pas le droit de tout montrer, donc je montre des choses un peu classiques qui ont été présentées. Mais je pense qu'on va pouvoir le publier prochainement et il y aura plein de données extrêmement intéressantes sur le domaine. Alors, au Mali, c'est vraiment l'endroit où là, pour le coup, on a un vrai chance de l'H2. Historiquement, pour la petite histoire, il faut savoir que les gens cherchaient de l'eau. Et donc une année, quelqu'un a fait un puits à eau, on a fait envoyer l'eau à 100 mètres de profondeur. Il y a eu du gaz qui est sorti, l'aurore est venue avec sa cigarette, et puis tout a explosé. Donc ça continue de sortir, et tant bien que mal finalement, au bout de quelques dizaines de jours, ils ont réussi à cimenter cette affaire et puis à partir ailleurs. On a oublié tout ça pendant une vingtaine d'années, et puis il y a eu une compagnie malienne qui cherchait des hydrocarbures, qui s'appelait à l'époque la Petroma, qui a repris ce forage, et donc ils ont ouvert la tête depuis, malgré que ça avait été en partie cimenté, donc je ne sais pas ce qui se passait en profondeur dans le forage, il y avait du gaz qui sortait sans aucun problème, et de ce gaz, il y a eu des analyses, c'était 98% d'H2, 1% d'azote, 1% de méthane. Et à 100 mètres de profondeur, vous voyez la sismique, on voit l'anomalie en fait de la. Et alors, chose extraordinaire, moi je trouve extraordinaire, c'est que, donc pour l'instant, c'est dans le fin fond du Mali, vous imaginez qu'il n'y a pas un marché extraordinaire pour l'hydrogène sur place. Donc cet hydrogène, en fait, sur le puits historique, il est produit pour donner de l'électricité aux villages voisins. Et alors quand on produit, alors que, vous voyez qu'on n'est pas profond, on ne va pas accumuler des quantités énormes de gaz à cette pression-là, et bien la pression ne chute pas. Et quand on arrête de produire, je dirais même que c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on a observé que la pression réaugmentait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas dans le cas d'un champ de gaz classique, comme c'est le cas sur les champs de méthane. On a affaire à quelque chose qui est en permanence réalimenté. Donc vous voyez qu'il y a une notion de renouvelable qui apparaît dans cette affaire. Donc, certainement des petites poches de gaz, oui, mais des poches qui sont sans arrêt constamment réalimentées. Et c'est un peu logique, finalement, parce que l'hydrogène, c'est quand même très très mobile, une toute petite molécule qui va avoir tendance à passer un peu partout, en plus très réactive, donc c'est pas très facile d'accumuler du gaz, de l'H2 comme ça, en grande quantité. Mais par contre, on peut avoir des zones, je dirais, j'utilise souvent le terme d'embouteillage, donc on a affaire à une migration d'H2 vers la surface, ce qu'on mesure dans les sols, en fait, en flux continu. Et puis si on a une zone un peu d'embouteillage, ici en l'occurrence on a des dolérites massives, on a des immenses cibles gigantesques et pratiquement pas fracturées, on a une imagerie
qui a démontré ça, et ben ça a un peu du mal à traverser tout ça. Et ben du coup, on fait du gaz libre, pour le coup de l'H2, juste sur cette zone de débris. Et on a montré que jusqu'à une profondeur de l'ordre de 800 mètres, on avait ça en gaz libre. En profondeur, probablement, enfin, le gaz de Guigne a montré dans la boue qu'il y avait aussi de l'H2, mais il est probable qu'il soit solubilisé en profondeur. On sait maintenant qu'il y a de l'hydrogène qui se forme en pas mal d'endroits, et on ne peut pas remettre ça en cause, ça c'est sûr et certain.